Salut l'équipe, c'est le Baliste. Février arrive à grands pas, et avec lui l'un des événements rugbystiques les plus attendus. Pilier du rugby européen depuis plus de 100 ans, je veux bien entendu parler du tournoi des 6 nations. Si aujourd'hui cette compétition regroupe l'Italie, la France, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, le tournoi est passé par différentes mutations pour en arriver à ce qu'il est aujourd'hui. En 1871, le premier match international de rugby a lieu entre l'Écosse et l'Angleterre à Édimbourg. Les années qui suivent, l'Angleterre se met successivement à affronter l'Irlande et le Pays de Galles, amorçant ainsi les prémices du rugby international. Au début des années 1880 se met alors en place le Home Nations, un tournoi regroupant les 4 nations de la Grande-Bretagne. Au début du 20e, entre 1900 et 1910, l'équipe de France de rugby en est quant à elle à ses tout débuts. À partir de 1906, l'équipe de France commence alors à disputer plusieurs matchs contre les équipes d'outre-Manche. En 1910, on décide alors d'intégrer la France au Home Nations, qui devient alors le tournoi des 5 nations. Chaque équipe joue 4 matchs en affrontant successivement les autres nations. Petit aparté, l'équipe qui reçoit la première année se déplace alors la saison suivante. Par exemple, lors du tournoi 2018, la France a reçu l'Irlande et l'Angleterre, tout en se déplaçant en Écosse et au Pays de Galles. Et en 2019, le 15 de France se déplacera alors en Irlande et chez les Roastbeef, et recevra alors l'Écosse et le Pays de Galles. Cette alternance se poursuit alors de tournoi en tournoi. La première édition de 1910 va être remportée par le 15 de la Rose, et à noter que la compétition sera suspendue entre 1914 et 1920 du fait de la Première Guerre mondiale et de ses séquelles. La relation que la France entretient avec le tournoi est comme qui dirait mouvementé. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà appris qu'un arbitre avait été pris à partie par le public français en 1913 lors d'un match contre l'Écosse. Mais en 1931, lors d'un match France-Pays de Galles, de nouveaux débordements vont avoir lieu, mêlant aussi le public, causant ainsi de nombreux blessés. La France se verra alors exclue du tournoi pendant 8 ans. À ces motifs de violence s'ajoute le fait que le rugby français est accusé par ses homologues britanniques de faire preuve de professionnalisme. Certains joueurs français touchant lors des primes de match, ce qui va à l'encontre des valeurs d'amateurisme du rugby d'alors. Mais ça, on va y revenir dans une prochaine vidéo. Interrompu une nouvelle fois par la guerre en 1940, le tournoi des 5 nations ne reprendra qu'en 1947 et réintégrera alors la France. Mais la compétition sera de nouveau perturbée par un autre conflit. En effet, dans les années 70, la guerre civile nord-irlandaise fait rage. En 1972, Gallois et Écossais refuseront de jouer en Irlande, à cause du massacre de Londonderry, autrement plus connu sous le nom de Bloody Sunday. Après ce tragique événement, Gallois, Écossais et Irlandais refuseront de chanter l'hymne anglais God Save the Queen. Oui, car ils étaient obligés de chanter. Par souci d'équité et par solidarité, le 15 de France cessera lui aussi de chanter alors la Marseillaise. Cette situation va durer pendant 25 ans, revenant à la normale en 1997, lorsque Gallois, Écossais et Irlandais pourront alors chanter leurs propres hymnes. Peu après l'entrée du rugby dans l'ère professionnelle, le tournoi acquiert officiellement le titre de Coupe d'Europe des Nations de rugby à 15. En v'là un nom pompeux. La compétition garde son nom, mais un système de goal average est instauré, rendant ainsi impossible les égalités au classement final, comme ce fut par exemple le cas en 1973 lorsque les 5 équipes ayant remporté le même nombre de matchs furent toutes sacrées championnes. Mais le tournant essentiel des dernières années remonte à 2000, lorsque l'Italie intègre le tournoi, qui devient alors le tournoi des 6 nations. Malgré quelques victoires notables au début des années 2000, notamment face à l'Écosse, l'Italie incarne cependant le maillon faible du tournoi. Le tournoi est une compétition qui se décline en plusieurs sous-catégories. Il existe ainsi un tournoi B comprenant l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Russie, la Roumanie et la Géorgie. Ce tournoi a pour but de développer le rugby sur le plan européen. Mais depuis peu, plusieurs problématiques interviennent. En effet, tournois A et B sont comme qui dirait des ligues fermées. Il n'existe pas de système de montée et de descente entre les deux tournois. Il n'existe pas non plus de projet d'élargissement du tournoi A pour intégrer les nations montantes du tournoi B. Il n'y a donc pas de réelle perspective d'évolution pour les nations dominantes du tournoi B, ce qui est largement critiqué par la Roumanie et la Géorgie qui, depuis plusieurs années, trustent les hautes places du classement. Ils regrettent ainsi la vision élitiste des instances dirigeantes du tournoi des 6 nations. En effet, comment ces nations peuvent-elles poursuivre leur ascension rugbystique sans possibilité de se confronter aux meilleurs? À cet argument s'ajoutent les récurrents mauvais résultats de l'Italie, qui en 20 ans n'a jamais fait mieux que 4ème dans le tournoi. Il y a 2 ans environ, l'idée d'une montée-descente entre les deux tournois avait déjà été évoquée. Le dernier du tournoi A serait alors reversé dans le tournoi B, tandis que le premier du tournoi B monterait alors dans le tournoi A. Et là, tu te doutes bien, l'Italie qui se sentit visée était pas franchement emballée par l'idée. A contrario, la Roumanie et surtout la Géorgie étaient carrément bouillants. Pour l'instant, l'idée est abandonnée. D'autant plus que lors des derniers tests de novembre, la Squadra Azzurra italienne a récemment défait les Géorgiens, réaffirmant ainsi sa position rugbystique par rapport aux nations du tournoi B. C'est 1996 marque l'entrée du tournoi dans l'ère du rugby professionnel. C'est aussi à cette date que fut organisé le premier tournoi féminin. Comportant seulement les nations britanniques à la base, il intégrera alors la France en 1999 et plus tardivement l'Italie en 2006. Si la plupart des joueuses anglaises ont depuis peu acquis le statut de professionnelles, ce n'est absolument pas du tout le cas pour la majorité des joueuses des autres équipes. Néanmoins, les choses commencent à bouger, notamment en France, mais ça on y reviendra dans une
une autre vidéo je pense. Quoi qu'il en soit, le jeu pratiqué évolue dans le bon sens, avec un style de rugby plus basé sur le mouvement et l'évitement que chez les hommes. De plus, le 15 de France féminin est franchement performant. Il a d'ailleurs remporté le Grand Chelem en 2018. Et je t'invite d'ailleurs, si tu en as l'occasion, à les regarder jouer sur France 4 et plus rarement sur France 2. On constate ainsi que le tournoi tend à se décliner en plusieurs versions, destinées à développer le rugby en Europe. Sachant que le tournoi existe aussi pour les équipes de moins de 18 ans et de moins de 20 ans, mais je vais pas plus m'attarder dessus. Santé. Pour finir sur une note plus relaxe, on va aborder les divers aspects du tournoi qui en font pour ma part l'une des compétitions rugbystiques les plus attendues. Déjà, plusieurs titres implicites et symboliques sont en jeu. L'équipe qui sort vainqueur de tous ces matchs remporte ainsi ce qu'on appelle le Grand Chelem, symbole d'une domination européenne sans partage. A l'inverse, l'équipe qui perd tous ces matchs se voit attribuer le trophée moins glorieux dit de la cuillère de bois. Oui, je sais, c'est une spatule. Ce titre est régulièrement remporté par l'Italie, soit 8 en 19 participations. Le tournoi Destination est notamment connu pour son ambiance festive, largement soutenue par les chants des supporters britanniques et celtiques qui embrument les stades. D'ailleurs, en parlant de chants, les hymnes des nations d'outre-Manche sont parmi les plus beaux qui existent pour moi. Chargé d'émotion, il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance avant un match. Cette émotion est d'autant plus forte lors des matchs opposant l'Angleterre aux autres nations de Grande-Bretagne, de par leur connotation historique, domination anglaise sur l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, tout ça. Ce sont souvent des matchs acharnés et rugueux, d'autant plus lors des matchs opposant l'Angleterre à l'Irlande, le souvenir de la guerre civile étant encore très présent dans les mémoires. Et de manière plus générale, les roast beef sont les hommes à abattre du tournoi. Les matchs franco-anglais sont d'ailleurs connus sous l'appellation de crunch, qui veut dire croustillant, du fait là aussi de leur intensité dans le jeu et dans le combat. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à suivre d'assez près le tournoi de cette année. Il s'agit en effet pour ses participants d'un dernier test à balles réelles avant le début de la Coupe du Monde qui se tiendra au Japon en septembre prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à la partager. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre hymne préféré du tournoi. Pour ma part, il s'agit de l'hymne écossais Flower of Scotland. Je voulais aussi vous remercier car la chaîne compte désormais plus de 160 abonnés. Ça m'encourage à continuer et j'ai encore plein d'idées de vidéos pour la suite. J'en profite enfin pour remercier mon pote Pierre qui me fournit les prods musicales qui accompagnent mes vidéos et qui réalise aussi les miniatures et le design de la chaîne. Donc Pierre, si tu me vois, gros big up. Et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.